Bonjour, je suis John Peters, professeur et directeur du programme de relations de travail à Saint-Jean. J'aimerais vous accueillir à notre webinaire Construire la carboneutralité, emploi et métiers de la construction. C'est un projet subventionné par Green Jobs BC. Nous allons parler de la crise climatique et de l'avenir du travail, comment les syndicats peuvent s'impliquer en fournissant des emplois dans la transition écologique. Nous aurons de l'interprétation simultanée aujourd'hui. Nous aurons de l'interprétation et de la transcription. Cliquez sur le bouton d'interprétation si nécessaire. Si vous ne voyez pas le bouton d'interprétation apparaître, vous pouvez cliquer sur plus et vous pouvez trouver l'interprétation là. Nous avons les co-auteurs du rapport Jim Stanford. Nous avons aussi des personnes qui ont travaillé en coulisses, Lee Loftus et John Calvert. J'aimerais accueillir les trois et les remercier de leur présence aujourd'hui. En guise de présentation, Lee Loft est un gestionnaire du syndicat des califugeurs. Il travaille pour le Conseil des métiers de la province. Il a été le voix du travail pour les agences de travail. Il a aussi servi le Centre pour la santé et sécurité au travail et aussi la Société canadienne pour la sécurité en ingénierie. Il est un défenseur du milieu syndiqué dans la construction. Il a travaillé pour la sécurité, pour les systèmes d'apprentissage et la politique industrielle de la province. Lee, je sais que vous allez nous parler des réflexions et des différentes raisons qui justifient ce rapport. Pouvez-vous nous donner vos conclusions en une minute de ce que vous voulez partager sur ce rapport sur les emplois et les métiers de la construction? Merci beaucoup pour cette présentation. C'était très flatteur. Ce rapport a joué un rôle central. Nous souhaitions vraiment influencer la discussion sur les changements climatiques et les emplois, surtout dans le milieu de la construction. Ainsi, nous voulions établir une base d'une conversation significative. Et je crois que nous l'avons accompli avec nos deux rapports au fil du temps. Et je vais me garder un peu de contenu pour ma présentation. Mais je pense que ces rapports ont pu aider les pourparlers au sein du gouvernement et dans le milieu syndical. Nous avons parlé du rôle des travailleurs des syndicats dans l'action climatique. Oui, définitivement, Lee. J'aimerais présenter Jim Stanford. Si vous ne connaissez pas, il est un des économistes les plus connus du Canada. Il est directeur du Center for Future Work, un groupe de réflexion établi à Vancouver. Pendant 20 ans, Jim a été l'économiste et le directeur d'Unifor, le plus grand syndicat des métiers de la construction du Canada. Il a son doctorat en économie de l'État de New York. Il est souvent cité à CBC, CTV, à la fois dans les médias imprimés et dans les médias diffusés. Il est aussi chroniqueur dans Toronto Star. Jim enseigne à McMaster. Il est un fellow pour les études de capitalisme à New York. Il est professeur émérite d'économie politique à l'Université de Sydney. Mais en plus de tout ça, Jim est un bon ami, c'est un bon collègue et c'est un confrère sur lequel on peut compter. Jim, petite question. Qu'est-ce qui vous amène dans ce débat et ce rapport sur les opportunités d'emploi dans une économie de carboneutralité? Vous venez de m'appeler camarade ou confrère. Nous pouvons utiliser ces mots. Vous venez de bloquer toutes mes possibilités d'aller aux États-Unis car Ice est sûrement à l'écoute. Vous savez qu'il y a d'autres endroits à visiter dans le monde que les États-Unis. Merci John et merci à toute l'équipe du CRIM. Il y a une chose à retenir du rapport. Si nous investissons dans la transition énergétique et tous les aspects connexes, nous
créerons tellement d'emplois, des emplois industriels, des emplois de col bleu. Le problème serait de trouver les travailleurs qualifiés pour tous ces emplois. C'est vraiment le résultat ultime. L'objectif est d'essayer de calmer l'hystérie et l'utilisation de l'insécurité d'emploi comme argument contre la transition énergétique. Nos données probantes affirment le contraire. Si vous inquiétez de la sécurité d'emploi pour les métiers de la construction, il faudrait redoubler d'efforts dans la transition énergétique. C'est ce que j'ai trouvé dans le rapport. C'est à la fois révélateur et très touchant. Il y a John Calvert aussi, professeur émérite à l'Université Simon Fraser. Il est ancien analyste de politique au gouvernement de la Colombie-Britannique. Il est aussi un chercheur de longue date. Il a été un coordonnateur académique d'un projet de recherche de 5 ans pour créer des modules dans les systèmes d'apprentissage. Il a aussi travaillé pour l'initiative des métiers de la construction, Building Green. Vous pouvez le consulter. Et il est aussi l'auteur d'un livre en 2025, 35 Accords, Reimagining British Columbia's Labour Relations avec la presse éthique. Il est diplômé de la London School of Economics et il écrit sur l'initiative des prestations de la province pour soutenir la main-d'œuvre de la province. John, merci de votre présence. Je sais que vous avez mené certaines recherches pour ce rapport et vous avez aussi supervisé la production du rapport. Quels sont les points importants à retenir de ce rapport? Merci beaucoup, John, pour cette présentation. Le point important à retenir, c'est que nous essayons de changer le discours sur ce qui se fait pour l'avenir de l'industrie de la construction et des changements climatiques. Le rapport documente clairement les occasions d'emploi dans le secteur de la construction si nous redoublons d'efforts notre agenda climatique. Le rapport essaie d'aborder le fait que les emplois d'avenir dans la construction ne seront pas dans le secteur pétrolier gazier, mais dans d'autres domaines écologiques, qu'il s'agisse d'enjeux d'énergie renouvelable, de la rénovation des immeubles pour les rendre plus éco-énergétiques. Il y a toutes sortes d'emplois dans ces secteurs, ainsi que des emplois dans le secteur des transports en commun. Nous expliquons pourquoi ces emplois représentent des grandes opportunités pour l'industrie de la construction. Merci beaucoup, John. J'ai bien hâte d'en apprendre davantage sur ces enjeux. Pour le webinaire, les trois, nous parlerons du rapport et de l'effet lorsque nous nous efforçons d'aller vers la carboneutralité. Nous allons prendre des questions de nos chercheurs du réseau qui travaillent sur les stratégies syndicales pour une transition juste. C'est une collaboration avec Unifor et les syndicats du Québec. Nous vous demandons de saisir vos questions dans le clavardage. Nous allons essayer de répondre au plus grand nombre de questions possibles. Posez vos questions, soit en français, soit en anglais. Je les soumettrai à nos panélistes. Je vais commencer avec une question pour Lee. Qu'est-ce qui vous a attiré vers ce rapport? Je comprends que c'est une mise à jour d'un rapport de 2017 qui analysait les différents effets de l'économie propre sur l'emploi. Mais il y a des aspects qui ont beaucoup changé depuis. Pouvez-vous nous parler de votre participation? Est-ce que vous pensiez lorsque vous vouliez faire passer le message sur la transition énergétique? Pendant des décennies, les discours publics sur les métiers de la construction étaient rattachés au cadre industriel avec le secteur pétrolier et gazier, sans beaucoup de visibilité sur les solutions écologiques. Je suis de métier formé dans le système de chauffage, de système de climatisation.
J'ai travaillé dans la conservation d'énergie, dans l'entreposage et la livraison d'énergie tout au long de ma carrière. Lorsque nous en parlons dans la construction, personne ne comprend que nous sommes des militants dans ce type de travail depuis très longtemps, depuis au moins une centaine d'années. Nous parlons du côté industriel de nos différentes usines. Lorsque le premier rapport a été commandé en 2007 et ce rapport actuel, construire la carboneutralité, emploi et métiers de la construction, nous voulions recadrer le discours pour montrer l'action climatique, les différentes possibilités de carboneutralité et le déploiement d'énergie renouvelable représente des grandes occasions pour les métiers de la construction. Nous voulions prendre des exemples de la façon dont ça fonctionne et pourquoi ça fonctionne. Nous ne voulions pas seulement présenter un point de vue universitaire. Nous voulions convaincre les industries, les syndicats et les gouvernements que nos emplois peuvent garantir la stabilité économique et la prospérité. La vision originale dans le premier rapport, c'était une étude de première génération sur l'industrie de la construction du Canada, la transition vers la carboneutralité, et nous voulions avoir une perspective macroéconomique des engagements économiques, surtout ressortant des accords de Paris. Nous voulions savoir quelle était l'incidence que la construction agissent dans le sens de la carboneutralité. Les messages clés que nous avons tirés, c'est que la construction est très importante pour atteindre nos objectifs climatiques de l'infrastructure des énergies renouvelables jusqu'à la livraison d'énergie et le transport. Et en atteignant la carboneutralité d'ici 2050 nécessite un grand investissement en infrastructure avec des millions d'emplois en construction, les différents genres de métiers qui doivent participer à cette construction. Les chiffres nous ont saisis. Dans le premier document, nous avons fait la conclusion qu'il y avait 3,3 millions d'emplois directs dans la construction prévus d'ici 2050 dans des scénarios de carboneutralité. Mais lorsqu'on regarde les emplois indirects, en plus, ce chiffre montrait des dizaines de millions. La contribution importante était pour la première fois que les décideurs et que les dirigeants voyaient l'action climatique pas seulement comme un coût d'une obligation, mais plutôt un moteur de création d'emplois pour les métiers de la construction. De plus, nous avions établi les bases pour un débat sur la politique publique en transformant les codes du bâtiment, en créant des politiques électorales sur la formation de la main-d'œuvre et la diversification industrielle. Pour la première fois, nous avions un changement de conversation. Au lieu de parler de politique et de perte d'emplois en construction, il s'agissait plutôt d'occasions de création d'emplois. Jim pourra vous donner quelques précisions dans un instant, mais le grand changement de 2017 à 2025, c'est qu'il y a eu deux grands changements. Tout d'abord, il y a eu l'accélération de la transition énergétique, les renouvelables, les véhicules électriques, l'efficacité, les projets de transport en commun, l'énergie de district, etc. Il y avait aussi un engagement que le Canada et d'autres nations allaient redoubler d'efforts. Ces changements justifiaient la mise à jour de l'évaluation et les différentes projections d'ici 2050. Mais il y a plutôt une accélération actuelle. Jim pourra maintenant vous partager quelques détails du rapport de 2025. Merci, Lee. Jim, voulez-vous nous donner des précisions? C'est-à-dire, nous avons vu un changement important dans la façon dont on peut avoir une économie d'énergie propre avec l'énergie district ou la transition de véhicules électriques, que ce soit des projets de transport en commun. Et vous avez commencé à calculer ces chiffres. Pouvez-vous nous donner des précisions sur ce qui est nécessaire et quelle est l'incidence sur les emplois? Oui, sans problème. J'aimerais remercier Lee
et toute l'équipe qui a initié ce projet. Merci de m'avoir invité à participer. J'aimerais reconnaître Ty Bridges, qui est un des auteurs principaux du rapport, mais il ne pouvait pas être ici malheureusement. J'étais content de travailler avec Ty sur ce projet. Je vais maintenant partager une présentation qui résume les conclusions principales. John, voyez-vous bien les diapos? Construire la carboneutralité, emploi et métiers de la construction. Je vais vous donner le contexte et les objectifs. Je vais parler de la méthodologie. Je ferai un rapport sur les conclusions du rapport et ensuite je ferai ma conclusion et je parlerai de certaines incidences. Lee a bien résumé la raison pour laquelle on a créé ce rapport. Il y a eu l'utilisation de l'insécurité d'emploi pour soutenir l'industrie du pétrole et justifier pourquoi redoubler d'efforts dans le domaine des énergies fossiles. Nous avons eu tout un chamboulement avec l'élection de Trump et ses politiques qui veulent chercher toutes sortes de prétextes pour bâtir de nouvelles oléoducs et des nouveaux pipelines. Nous avons vu une insistance disproportionnée sur les projets de GNL et les demandes de Nat Smith pour un nouvel oléoduc comme solution pour protéger le Canada face à Trump pour toutes sortes de raisons, des raisons économiques, environnementales et géopolitiques. Et évidemment, il s'agit d'une erreur importante. L'importance des emplois en énergie fossile est exagérée. La dépendance de ces emplois pour la classe moyenne et pour aider au coût de la vie, c'est illogique. Les emplois directs dans l'énergie fossile, dans la production, l'extraction, le raffinement, le transport et la distribution des énergies fossiles représentent moins de 1% de la masse salariale au Canada et c'est en baisse. La construction d'oléoducs peut créer des emplois durant la construction, mais la construction des autres infrastructures crée aussi beaucoup d'emplois, peut-être plus d'emplois. Et les effets d'être en avance sur la transition énergétique plutôt que d'être en retard économiquement seront très importants. Donc, c'est l'objectif qu'on essaie de mettre de l'avant dans ce rapport. Voici les données qui montrent la part d'emplois directs dans l'énergie fossile qui a connu un sommet en 2014 dans le boom de la construction de nouvelles exploitations de bitumen avec un déclin stable depuis 2014. Même si la production de pétrole et de gaz a augmenté d'un tiers de pétrole et un quart en gaz naturel. Donc, on produit plus et on emploie moins de personnes à cause des stratégies de maximisation de profit qui trouvent des façons de produire plus avec moins de travailleurs. Malgré tout, ils se placent comme les défenseurs des bons emplois payants dans l'industrie du gaz et du pétrole. Je crois que c'est de très mauvaise foi. La baisse des parts d'emploi dans les énergies fossiles dans le marché de l'emploi de 2014 à 2024 sur une décennie de 1,4 % jusqu'à moins de 1%. Et faites une extrapolation, vous allez arriver à zéro d'ici 2050. 2050 serait la cible pour l'économie de carboneutralité. Nous sommes sur la bonne voie quant à la transition d'emploi. Donc, la transition d'emploi se produit. Ce n'est pas hypothétique et ce n'est pas à cause de politique climatique. Si c'était le cas, la production d'énergie fossile aurait baissé. Malgré tout, il y a de moins en moins d'emplois dans le secteur des énergies fossiles. Notre rapport est une mise à jour d'un rapport initial publié par l'équipe de Lee qui s'intitule L'emploi de demain. Leur approche était de regarder trois catégories générales d'énergie renouvelable et des activités de transition énergétique, la production et la distribution d'énergie renouvelable. Deux, les investissements dans l'efficacité énergétique dans le secteur de la construction. Et trois, le transport durable.
Ils ont estimé l'échelle d'investissement qui pourrait être mis en place. À l'époque, c'était hypothétique. Et ensuite, ils utilisaient un coefficient d'emploi pour déterminer le nombre d'emplois qui pourraient être créés, ce qui les amenait à estimer qu'ils avaient à peu près 3,3 millions de personnes années d'emploi. Il s'agit pas d'un emploi, mais d'une personne qui travaille par un emploi. Pour avoir le nombre d'emplois, il faudrait diviser ça par la période de temps couverte. À l'époque, c'était 30 ans. Maintenant, c'est plus court, car le temps s'est écoulé. J'ai un doctorat en économie, donc je peux dire des choses évidentes comme le temps s'est écoulé depuis. Mais ça vous donne le nombre d'emplois. Mais l'indicateur de personnes années était très positif. En 2024, l'équipe de l'IE a pensé qu'il faudrait mettre à jour ce rapport avec les nouveaux chiffres à cause d'augmentation des politiques ambitieuses de transition énergétique au Canada. Ils ont changé le titre, car ces emplois existent maintenant. Ce ne sont plus les emplois de demain, ce sont les emplois d'aujourd'hui. C'était une très bonne idée, Lee. Je dois indiquer que c'est seulement un point de données parmi d'autres rapports qui indiquent l'effet positif d'investissement en énergie renouvelable sur le marché de l'emploi et le bénéfice net de passer des énergies fossiles vers des systèmes d'énergie renouvelable. Il n'y a pas de science infuse ici. La conclusion générale n'est pas nouvelle. Il y a un petit résumé de la documentation scientifique au début du rapport des emplois d'aujourd'hui, avec des études canadiennes et des études internationales qui montrent que la transition des énergies fossiles aux énergies renouvelables crée un solde net d'emploi. L'investissement en énergie renouvelable sera plus grand qu'en énergie fossile et l'intensité du travail, que ce soit pour la construction et les emplois liés à la production énergétique seront plus élevés. Les énergies fossiles, c'est la façon la moins efficace de créer des emplois dans l'économie. 1 milliard de dollars en PIB crée un demi-emploi dans le secteur de l'énergie fossile. 1 million de dollars de PIB crée un emploi. Dans l'économie générale, 1 milliard de dollars en PIB crée 6,5 emplois. Donc, tout ce qui amène les emplois dans la transition pourra être positif. Évidemment, il s'agira d'un facteur positif, en autant que nous fassions quelque chose d'autre. Si l'objectif est seulement de se débarrasser des énergies fossiles, évidemment, il y aura un effet négatif sur les emplois. Mais si on remplace les énergies fossiles par d'autres sources d'énergie, ce sera une source nette d'emploi. Voici les 10 études canadiennes qui sont recensées au début du rapport, qui montrent de différentes façons et de différents angles l'impact positif net sur les emplois. La méthodologie utilisée a été héritée du premier rapport en 2017. Nous avons utilisé les 3 catégories d'activités liées à la transition énergétique, la génération et la transmission d'énergie renouvelable, les stratégies en construction d'infrastructures et l'infrastructure de transport durable. Nous avons regardé l'échelle des investissements pour répondre aux annonces et aux objectifs. C'est la raison principale pour laquelle les emplois dans ce rapport sont 2 à 3 fois plus élevés que dans le rapport de 2017, car le Canada a poursuivi ses ambitions de politique climatique avec l'objectif de carboneutralité d'ici 2050 et les objectifs à mi-chemin liés aux accords de Paris. Il reste la question. Il y a un recul dans les politiques fédérales en matière climatique depuis l'élection du gouvernement Carney. C'est quelque chose à surveiller. Si nous abandonnons peut-être ces investissements, nous pouvons perdre des emplois. Donc, c'est un contre-argument. Évidemment, nous souhaitons respecter nos obligations climatiques. Il faudra aussi dénoncer l'effet négatif de ce recul en matière de politique climatique. Nous avons regardé les coefficients d'emploi associés à tous ces travaux. Nous nous sommes concentrés dans ce rapport sur les emplois en construction, compte tenu de la nature de l'organisation de l'I et le discours qu'il souhaitait mettre de l'avant. Nous regardons aussi les emplois d'exploitation et d'entretien dans l'énergie seulement.
Nous ne regardons pas les emplois indirects et les emplois dans la chaîne d'approvisionnement. Nous parlons de la construction d'infrastructures pour la recharge de véhicules électriques, mais il n'y a rien qui porte sur les emplois dans la fabrication des véhicules électriques ou de leurs composantes. Nous ne modélisons pas les activités en amont qu'on verrait dans un modèle d'équilibre pour ce qui est des effets macroéconomiques dans les dépenses, les salaires, et ainsi de suite. Il s'agit d'une approche fort conservatrice. Un seul secteur, la construction, et les emplois directs uniquement. Nous convertissons tout ce travail en années d'emploi personne à 15 000 heures par année. Il s'agit d'un indicateur propre à la construction en reconnaissant que les constructeurs vont d'un emploi à l'autre et que 1500 heures par année est un indicateur assez courant dans le secteur. J'ai aussi une petite blague à dire sur les personnes années. Est-ce qu'il y en avait des personnes lors des élections de 2018 en Ontario? M. Tim Hudak présentait sa candidature. Il voulait mettre en place des politiques de droit au travail. Il avait mis de l'avant la plateforme ontarienne, fondée sur l'indicateurs de personnes années. Il avait dit emploi année. Il avait présenté l'indicateur comme année. C'était toute une erreur de sa part. Si vous voulez tous les détails, vous pouvez aller voir le rapport avec les différents coefficients d'intrants de main-d'œuvre. Nous avons les coefficients dans les plages inférieures et supérieures avec l'incertitude dans ces coefficients. Ensuite, nous avons appliqué ces coefficients à l'échelle d'investissement dans chaque secteur. Je vais vous montrer comment nous l'avons fait dans chaque catégorie d'activité. Pour la génération d'électricité, nous avons regardé les différentes prévisions de développement de systèmes électriques au Canada, notamment le rapport de futur d'énergie du Canada et d'autres prévisions. Nous avons créé un cas de base sur ce que nous avons observé avec la génération totale d'ici 2050 et la composition selon les sources. Et ainsi, on peut déterminer combien d'investissement est nécessaire dans chaque forme d'électricité. On a appliqué les coefficients d'emploi. Nous pouvons avoir un nombre de personnes années d'emploi dans la construction de ces différentes formes d'énergie. Et aussi les emplois d'exploitation, une soixantaine de mille personnes heures, ce qui n'est pas négligeable, mais l'action est surtout en construction. En 2,3.1 du côté de la construction pour l'énergie renouvelable. Du côté de la construction, il s'agit du plus grand générateur d'emplois. Pour la rénovation, mais aussi les nouvelles constructions écologiques. Nous avons regardé l'ICI, industriel, commercial et institutionnel. C'est le non résidentiel, finalement. Quand on regarde les méthodes de construction écologique, chaque immeuble ICI seront verts. Mais une partie dépend des changements de stratégie dans la construction écologique. Chaque élément génère un nombre important d'emplois. Le côté des rénovations est important. Il y a des cibles pour le Canada pour répondre à des marques d'efficacité énergétique élevées. Il s'agit d'une activité nécessitant beaucoup de main-d'œuvre. Nous regardons les personnes qui construisent, entretiennent et réparent dans le secteur ICI. Et quelle est la rapidité de rénovation pour répondre à ces seuils? Nous avons 1,1 à 1,8 million de personnes années en besoin de rénovation. Il y a aussi l'énergie district, ce qui est intéressant, mais à plus petite échelle. C'est dans ces cas-ci où on crée des systèmes énergétiques par quartier ou des regroupements d'édifices. Il y a eu des projets intéressants en pratique déjà, comme le système de refroidissement du centre-ville à Toronto qui utilise l'eau profonde du lac pour refroidir des immeubles. Différents groupes ont eu recours à cette approche. C'est très bon pour la conservation énergétique.
Il n'y a pas eu beaucoup d'exemples, par contre, dans ce domaine, mais ça a fait une contribution importante en matière d'emploi. Si vous combinez tout, la nouvelle construction, les rénovations et l'énergie de district, et on peut avoir entre 3 et 4,5 millions d'années personnes du côté de la construction. Il s'agit de la plus grosse partie. Enfin, du côté de l'infrastructure de transport, nous avons regardé 3 sous-catégories. Tout d'abord, le déploiement d'un système de recharge de véhicules électriques. C'est un domaine qui nécessitera beaucoup de travailleurs qualifiés. Pour la construction, évidemment, il y a les électriciens, les travailleurs de l'acier, et ainsi de suite, pour fournir les chargeurs nécessaires pour respecter nos objectifs d'adoption de véhicules électriques au Canada. Il faudrait créer entre 150 et 220 000 années personnes d'emploi pour la construction et le câblage de cette infrastructure. Il y a aussi la construction de nouveaux systèmes de transport en commun qui créera beaucoup d'emplois. Selon les engagements de financement fédéral et le jumelage avec le financement provincial et municipal, il s'agit d'une allocation d'à peu près 7 milliards de dollars par année en moyenne pour la construction de transports en commun d'ici 2050. Ça représente 180 milliards sur cette période et à peu près 1 million d'années personnes en emploi pour la construction de projets de transport en commun. Enfin, nous avons regardé le système de TGV qui est passé de la théorie à la pratique avec l'annonce du gouvernement. La première étape, la construction du TGV dans le corridor Québec-Toronto, qui devrait se prolonger jusqu'à Windsor. Et je crois que ce projet sera encore plus grand que ce que nous avons vu. Nous avons regardé un investissement cumulatif de 50 milliards, mais selon les annonces, nous allons déjà dépasser ce chiffre. Ce sera entre 250 et 400 000 emplois années dans ce milieu. En combinant ces 3 secteurs, ça va être 6,3 et 9,5 millions d'années personnes d'emploi durant cette période de temps d'ici 2050. Et seulement dans la génération et la transmission d'électricité, 50 millions d'années d'emploi dans la construction et l'exploitation, ce qui peut représenter à 350 000 emplois dans cette période en moyenne. Une augmentation de 30 des emplois en construction en investissant dans cette transition énergétique comme nous allons faire. Dans la moitié du côté de la construction, de nouveaux immeubles ici, les rénovations et les systèmes de district d'énergie, un tiers dans la génération et la transmission d'énergie renouvelable et un cinquième dans le transport, l'infrastructure de transport décarbonisée. Une des conclusions. Les opportunités économiques avec l'énergie, la transition énergétique devraient être très alléchantes. Nous devrions déborder d'énergie et d'enthousiasme si nous investissons ce qui est nécessaire pour atteindre ces cibles. Il faudra avoir plus de dépenses au total et une distribution plus générale au Canada qu'un boom d'investissement en énergie fossile. Je répète depuis des années. Pour les travailleurs, pour le milieu syndical et le changement climatique, il faut parler de travailler plus fort pour répondre aux besoins des changements climatiques plutôt que d'en faire moins. Car il faut en faire plus. Il y a plus de travail lié à la protection de l'environnement que la destruction de l'environnement. Et si on redouble d'efforts, nous allons avoir de la difficulté à trouver les travailleurs qualifiés plutôt que de trouver les emplois. Comme les études que j'ai mentionnées au début, ces études et ce rapport pourront aider à changer de discours. Nous devons nous concentrer sur les occasions et le côté positif plutôt que de voir la transition énergétique comme étant quelque chose de négatif qu'il faut éviter. Il faut expliquer comment cette transition est aussi gérable. Par contre, je dois vous mettre quelques mises en garde. Évidemment, il y aura des emplois liés à la transition énergétique, mais juste de passer des emplois dans l'énergie fossile jusqu'aux énergies renouvelables, ce sera un changement de
1% d'emploi à 1,5% d'emploi. Et le nombre de personnes qui travaillent dans l'énergie renouvelable sera assez modeste par rapport au reste du marché du travail. Et nous pouvons regarder le reste du marché du travail pour d'autres transitions. Donc, c'est juste une petite partie de l'histoire. Ces preuves sont très positives, ces données probantes sont solides, sont rigoureuses, elles sont conséquentes et cohérentes avec la littérature, mais ce n'est pas suffisant pour remporter le débat. C'est là que je veux les contributions de personnes comme John Calvert. Je veux savoir pourquoi le lobby de l'énergie fossile peut avoir autant d'influence comme au cours des derniers mois, en promettant quelques emplois pour des activités très précises et en utilisant ou en instrumentalisant cette peur de Trump. Et nous sommes en train de seulement mettre nos œufs dans le panier des énergies fossiles. Ça semble encore quelque chose d'abstrait, des emplois potentiels, et il y a des inquiétudes sur la qualité d'emploi dans la transition énergétique. Encore une fois, puisque nous parlons d'emplois bien rémunérés, syndiqués de col bleu, on ne parle pas d'une gang de hippies qui construisent un petit barrage au fil de l'eau dans leur ruisseau dans le bois. Ce sont des choses de grande échelle très sérieuses. Je crois que nous pouvons vraiment solidifier les engagements dans ces projets. Ces projets doivent être vus comme concrets et pas théoriques. Et lorsque les personnes voient la création d'emplois, nous allons vraiment pouvoir remporter le débat. Je vais m'arrêter ici. Je vais céder la parole à John Calvert. Merci de nous avoir présenté les chiffres, Jim. C'est très intéressant et positif. Gregor vous donne des éloges. Je crois que vous avez fait un beau travail à calculer ces chiffres. Il y a le paradoxe. Nous avons les chiffres à l'appui, mais il y a des inquiétudes. L'une de nos grandes inquiétudes repose sur la qualité d'emploi. Est-ce que ce seront des emplois seulement à court terme? Seront-ils des emplois qualifiés et syndiqués? John Calvert, est-ce que vous pouvez parler des inquiétudes? Comment la politique publique peut faire en sorte que ce soit des emplois syndiqués et que nous ayons des occasions d'apprentissage et la formation nécessaire? Pouvez-vous me mettre à l'écran? Voilà, je ne me vois pas, mais je présume que je suis à l'écran. J'aimerais résumer quelques points de la présentation jusqu'à maintenant. Lee vous a donné un survol de la motivation et des objectifs politiques derrière la création de ce projet d'étude. En faisant la mise à jour du document de 2017 qui avait établi les bases de notre travail actuel. Lee et autres ont insisté sur le changement de discours. Comment peut-on avoir un discours qui se concentre sur les résultats positifs pour l'emploi, qui peuvent découler des pratiques informées sur la création d'emplois? Comment peut-on amener un changement culturel pour que les syndicats se voient comme des défenseurs de l'environnement? Ce document peut nous donner les munitions pour plaider pour le bien fondé de la transition énergétique. Jim vous a donné une analyse détaillée. C'était très impressionnant en indiquant quels emplois seraient créés, dans quel secteur d'activité. Il a montré que la transition vers la carboneutralité aura un effet positif pour les emplois dans l'industrie de la construction. Mais j'aimerais regarder une analyse microéconomique plutôt que macroéconomique. J'aimerais parler de ce qu'un syndicat a fait pour faire avancer ses priorités. Il s'agit d'un petit syndicat de la construction, les califugeurs du Nouveau-Brunswick,
Ils ont mis en pratique certains éléments que le milieu syndical devrait défendre. Et je crois que c'est une histoire inspirante en même temps. La section locale 131, les califugeurs du Nouveau-Brunswick qui représentent des califugeurs Red Seal qualifiés, ce sont ceux qui font le califugage et l'isolant des tuyaux, des systèmes de chaudière et les systèmes de tuyauterie qui ressortent des chaudières. Ils le font dans des secteurs industriels et institutionnels. Oui, c'est vraiment la base de leur travail en tant que califugeur. Ils font une grande... Ces secteurs créent beaucoup de gaz à effet de serre et c'est aussi un secteur qui génère du gaspillage. Souvent, ces systèmes prennent beaucoup d'énergie à cause d'un mauvais à cause de mauvaises pratiques d'isolant. En plus, on ne sait pas exactement combien d'énergie est utilisée par système. Souvent, les décideurs ne se soucient pas vraiment de ce qui se fait dans le système de chaudière. La section locale 131 a décidé de changer la donne. Le syndicat a formé ses membres pour faire des audits énergétiques. Il s'agit d'évaluation de l'énergie perdue inutilement des tuyaux, des systèmes de conduite, des fournaises, et ainsi de suite. Il peut s'agir de bons arguments pour les gaz à effet de serre inutilement générés à cause de mauvais isolants. La section locale a remarqué que les entrepreneurs ne s'intéressaient pas à ces questions. Il s'agissait d'entrepreneurs qui avaient une approche traditionnelle. Donc, la section locale s'est tournée vers les propriétaires d'immeubles plutôt, en disant que ces propriétaires devraient faire des vérifications de système. Ils leur ont dit qu'ils avaient les outils pour le faire et ils pouvaient faire une évaluation des pertes d'énergie et quelles seraient les économies potentielles en gaz à effet de serre et en économie financière, tout simplement en isolant correctement les systèmes de climatisation et de chauffage. Tout a commencé à petite échelle dans quelques écoles du Nouveau-Brunswick. Au départ, ils devaient prouver au directeur des finances le bien fondé de cette approche. Ils ont fait leur vérification en montrant les économies potentielles selon cette approche initiale. Ils ont pu étendre ces vérifications dans 5 des 7 commissions scolaires du Nouveau-Brunswick. Ils ont pu aussi montrer le rendement par rapport à l'investissement, c'est-à-dire le temps que ça prend pour récupérer l'investissement initial se faisait en uniquement 2 à 3 ans dans plusieurs cas. Donc, il y avait des économies très importantes pour les commissions scolaires. Le message a circulé. Le directeur de l'Université St. Mary a demandé aux calorifugeurs s'ils pouvaient faire les vérifications. Ils ont pu faire l'audit de la trentaine d'édifices de l'université avec des résultats très positifs. Ils ont aussi donné à l'université le mérite de faire des efforts positifs pour l'environnement avec l'isolant mécanique de leur système. Ce programme a maintenant été élargi. Il comprend des installations industrielles, institutionnelles et hospitalières dans différentes parties du pays, ainsi qu'aux États-Unis. Le syndicat international a maintenant embauché certains calorifugeurs canadiens pour former leur personnel sur la façon de déployer cet audit énergétique. Le syndicat a pu doubler son nombre de membres, a triplé le nombre d'apprentis dans le cadre de l'initiative et le gouvernement fédéral s'est maintenant impliqué en reconnaissant les avantages financiers et climatiques de l'initiative. Le gouvernement fédéral a récemment annoncé une bourse de 10 millions de dollars pour développer de nouvelles normes pour
l'audit, la formation en audit énergétique pour les calorifugeurs. Il s'agit d'un exemple d'une bonne idée d'une section locale. Ils ont suivi les étapes pour mettre en œuvre cette idée. Ils ont surmonté les objections pour des personnes qui croyaient que ce n'était pas important. Ils ont pu prouver qu'il y avait un avantage pour leurs membres. Il y a un effet positif pour leurs syndiqués de faire la bonne chose pour l'environnement. Ils ont aussi ouvert la voie à des personnes qui s'intéressaient à devenir calorifugeurs. Et le fait qu'ils font des choses positives pour l'environnement attire des apprentis. Beaucoup de jeunes souhaitent faire des choses positives en matière d'environnement. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Je suis convaincu que d'autres personnes participant à ce webinaire peuvent penser à leurs propres exemples, dont nous pourrons peut-être parler durant la discussion. Bon, permettez-moi de résumer rapidement. Nous avons essayé de changer de discours. Le rapport Construire la carboneutralité montre le rôle positif de la main-d'œuvre dans nos efforts d'aborder les changements climatiques, alors que nous nous efforçons vers la carboneutralité. Comme Jim et Lee l'ont mentionné, nous avions un autre discours sur tous les emplois créés par les énergies fossiles. Comme Jim l'a mentionné, il n'y a pas vraiment d'emplois dans ce secteur. Les emplois pour les travailleurs seront dans les différentes catégories qu'il a présentées de façon claire dans sa présentation. Et c'est vraiment le discours que nous souhaitons mettre de l'avant. Enfin, nous voulons indiquer que les syndicats ont un rôle à jouer en défenseurs du climat. S'ils ont l'information et l'occasion d'utiliser pleinement les compétences, le savoir et l'intérêt des membres. Là-dessus, je conclus ma partie de la présentation et j'aimerais maintenant élargir la discussion. Merci beaucoup aux trois présentateurs. C'était instructif et inspirant de voir des choses qui peuvent partir d'une section locale et de voir quelles sont aussi les possibilités sur le plan macroéconomique. Ça génère beaucoup de questions. Je vous rappelle que vous êtes un webinaire CRIMT, construire la carboneutralité, emploi et métiers de la construction. Nous allons maintenant passer à la période de questions de ce webinaire. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en français ou en anglais dans le clavardage. Nous allons essayer de répondre au plus grand nombre de questions possible. Je vais profiter de mon rôle de modérateur pour poser la première question. Nous avons des chiffres pour l'investissement en emploi. Nous avons des chiffres pour le nombre d'emplois qu'on peut prévoir. Vont aussi voir comment un petit syndicat peut tirer profit des économies d'énergie. C'est un exemple de l'implication des syndicats. Mais comment faire en sorte que ce soit des emplois de qualité? Le rapport parle de nombre de travail, parle d'investissements, système d'apprentissage, des investissements en formation, comment le gouvernement peut faire de la supervision avec différentes ententes d'approvisionnement, entre autres. Je sais que différents syndicats de métiers de la construction aux États-Unis ont déjà entrepris ça. Ça s'appelle la Coalition pour les emplois de qualité. Il y a des coalitions dans environ 17 États américains à cause de leurs efforts. Il y a de nouvelles lois adoptées, comme la loi sur la réduction de l'inflation, malheureusement sabrée en grande partie par l'administration Trump. Comment faire en sorte d'avoir des emplois de qualité découlant de ces investissements? Comment faire en sorte que les gouvernements ne font pas seulement que donner ces contrats à des entrepreneurs éphémères qui ont recours à une main-d'œuvre non syndiquée? Comment faire en sorte que ce soit des emplois de qualité syndiqués qui découlent de ces investissements pour réaliser l'économie verte? Toute une question. Avons-nous une heure pour répondre à la question? Oui, il vous reste une heure au complet. Mais je vous donne une minute.
Ces rapports ont pu démystifier le fait que les emplois dans l'économie verte sont des emplois de faible qualité. Nous avons pu aussi réécrire le programme pour la formation Red Seal au Canada ou Sceau Rouge au Canada. Nous avons expliqué la gestion du sol à un exploitant d'un bulldozer. Nous avons pu faire le lien entre les communautés de carboneutralité, les systèmes géothermiques, la biomasse, et ainsi de suite. Nous avons aussi regardé les différentes compétences du secteur de la construction qui sont nécessaires pour la transition. Évidemment, il faudra faire de la requalification, mais de la requalification mineure. Nous avons déjà une certaine avance dans nos systèmes de formation au Canada. Nous avons de l'avance dans le système d'apprentissage dans chaque région du Canada. Donc, nous sommes en avance. Les emplois verts sont des bons emplois, ce ne sont pas des mauvais emplois. Ce n'est pas une question de se déplacer avec un bac de récupération. Il s'agit de saisir les occasions de demain pour avoir des collectivités éco-énergétiques, des systèmes de transport efficaces et des rénovations dans des usines industrielles. Et aussi, la rénovation des immeubles résidentiels partout au pays qui ont besoin d'être plus éco-énergétiques sont des belles occasions pour des pertes d'emplois résultant d'une fermeture d'usine, par exemple. Jim, est-ce que vous voulez intervenir? Lee, évidemment, en tant que syndicaliste, veut que les emplois soient des emplois de qualité. Une bonne façon de faire en sorte que les emplois verts soient de qualité, c'est de les syndiquer. Il y a différentes façons de s'y prendre. Un exemple qui me motive, ce n'est pas dans la construction, mais c'est le fait que Unifor a syndiqué la nouvelle usine de batterie à Windsor. Ils viennent de syndiquer les employés. Ce n'est pas encore une convention collective pour l'assemblage de batteries de véhicules électriques, mais c'est quand même un bon départ avec des bons salaires et des bons régimes de pension. C'est un départ pour prouver que les emplois verts sont des emplois de qualité. Évidemment, nous pouvons continuer d'investir dans la formation pour montrer que faire ce travail dans la transition énergétique, c'est du travail qualifié qui nécessite un système de qualification d'apprentissage intégral. Nous avons différents accords sur les conditions d'emploi pour les investissements publics avec des règles claires sur les salaires. L'enjeu principal dans la qualité d'emploi dans l'énergie renouvelable, c'est la stabilité et la confiance que ces emplois existeront pour le long terme. Et c'est là où les hésitations en politique climatique nous font mal, en créant une idée que c'est seulement des projets hypothétiques. Il faut prouver vraiment que l'énergie renouvelable est ici pour rester. Il faut solidifier ses engagements. Il faudrait donc éviter de continuer de faire des reculs dans ce domaine. Un élément qui ressort de ce projet et des autres travaux que nous avons menés, pour le dire de façon assez franche, on ne peut pas faire un travail de pied de qualité avec une main-d'œuvre non qualifiée. Il faut former les travailleurs et donner l'occasion aux travailleurs de la construction d'aller chercher leur qualification sur rouge. Il y a une autre approche, un peu tailoriste, c'est-à-dire de décortiquer les emplois dans leurs plus petites composantes et de les attribuer à des personnes non qualifiées. Mais en réalité, ça ne fonctionne pas. On peut le voir dans la rénovation. Quand on pense à des immeubles qui ont besoin d'être rénovés,
Ça change d'un immeuble à l'autre. Les immeubles ont été bâtis à différentes époques avec différents matériaux et différentes technologies. Il y a toutes sortes d'aspects différents des immeubles qui doivent être rénovés et nécessitent des personnes qui comprennent la science des immeubles, des personnes qui ont de l'expérience et des connaissances sur la construction de ces immeubles. Et on ne peut pas utiliser une approche tayloriste pour obtenir des personnes qui ont la capacité. Donc, la formation de la main-d'œuvre doit faire partie de nos efforts. Nous allons maintenant avoir des questions de professeurs de notre réseau de recherche. Nous avons Mathieu Dupuis et Pierre-Luc Bilodeau de l'Université Laval. Mathieu est professeur de relations industrielles. Il travaille sur un projet sur la façon dont les syndicats répondent aux défis et aux opportunités de la transition des véhicules électriques dans l'industrie automobile. Mathieu, est-ce que vous voulez partager vos perspectives, vos questions sur le rapport? Je vais représenter les emplois de col bleu. Non, je plaisante. Quelques points ont déjà été mentionnés, mais j'ai une question sur le rôle des syndicats dans les qualifications et leur rôle dans les syndicats des métiers et le système d'apprentissage et le développement des compétences. J'aimerais aussi poser une question sur les syndicats. Voyez-vous des conflits potentiels entre certains syndicats? Quand vous parlez des syndicats des métiers de la construction, c'est différents syndicats. Ce n'est pas un seul syndicat. Est-ce que vous voyez certaines filiales qui peuvent être contre cette transition et pourraient potentiellement bloquer la transition vers la carboneutralité? Est-ce que je peux répondre à la deuxième question en premier? Oui, allez-y. Tout à fait vrai. Il y a toujours la compétition entre les syndicats et les gens de métier. Ça existe depuis tout le temps. Les deux rapports ainsi que les discussions que nous avons eues en rassemblant les différents documents scientifiques pour le programme Le Sceau Rouge nous ont permis d'avoir des discussions intenses. Je suis déjà allé dans un centre de congrès, je parlais d'emploi vert et d'efficacité énergétique et qu'on me lançait des crayons à mine. Mais ce n'est plus le cas nécessairement. Aujourd'hui, quand je vais parler des emplois de l'avenir, quand je parle des emplois de qualité, et nous faisons des connexions. Quand je parle à un constructeur d'ascenseurs et de son travail dans la conservation d'énergie, ce que ça fait avec les passerelles et les systèmes d'élévation, ils sont des leaders dans l'utilisation énergétique. Ils pensent différemment. Nous avons fait la même chose avec toutes sortes de métiers. Nous avons parlé à des plombiers et autres métiers connexes et le travail qu'ils font avec l'énergie district. On peut parler à des métallos, des maçons sur le travail des fondations, le travail qui se fait dans des parcs d'énergie solaire et des éoliennes. Lorsqu'ils font les liens, ils acceptent. Pour ce qui est des batailles de champs de compétences, le Québec a déjà connu ça avec les différents syndicats. Je ne crois pas qu'il y a un manque de respect pour le travail qui se fait. Il y a des mécanismes pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'interférence dans l'interruption de transition d'énergie en emploi et la construction d'infrastructures pour appuyer les systèmes énergétiques. Je crois que rien ne change, mais c'est une bonne question. Mais il faut continuer de surveiller de près ces questions. Jim et John, est-ce que vous souhaitez répondre à la question de Mathieu? C'est peut-être quelque chose propre au Canada anglais, mais les syndicats gèrent différentes installations d'apprentissage. Les SMCC croient qu'il y en a environ 200 au pays. Ils fournissent la formation en salle de classe pour les apprentis. Ainsi, il est possible de commencer
un programme de formation syndiqué d'aller chercher sa certification sous rouge en travaillant sur le chantier et aussi dans les salles de classe gérées par les syndicats. Les syndicats des métiers de la construction du Canada sont très impliqués dans les programmes de formation du pays. C'est une chose importante à considérer parce qu'ils sont intégrés à la formation de la main-d'œuvre. Merci. Il y a Pierre-Luc Bilodeau, professeur de relations industrielles à l'Université Laval. Il travaille sur différents enjeux de convention collective au Québec et en Ontario. Pierre-Luc, souhaitez-vous intervenir sur le rapport? Oui, merci, messieurs. J'aimerais aussi remercier les présentateurs. C'était une présentation fort intéressante et thinking before John Calvert foresaw the question I had for the group. John avait déjà anticipé la question que j'avais pour le groupe. On peut souvent mettre de l'avant le nombre d'emplois qui sera créé. Il faut aussi regarder ce qui se fait dans le contexte actuel, mais il y a aussi la question de qualification. The debate about the need for a workforce coming from transition shouldn't become a Trojan horse. Il ne faut pas voir le besoin de travail qualifié comme un cheval de Troie pour la déqualification de la main-d'œuvre. C'est ce que nous constatons au Québec en ce moment. La pénurie de la main-d'œuvre sert de prétexte dans la crise du logement pour intégrer les travailleurs non qualifiés. Si on ajoute les besoins de transition énergétique, les associations des entrepreneurs insistent beaucoup pour plus de souplesse dans l'organisation du travail, en contestant l'organisation traditionnelle du travail dans les métiers qualifiés. Puisque John a déjà répondu en partie à cette question, j'aimerais poser la question suivante à John. Et je dois vous dire que j'ai eu le plaisir de travailler avec John et Lee sur le projet. Donc, j'aimerais que John nous parle un peu plus du programme des avantages d'infrastructure de la Colombie-Britannique. C'est un bel exemple de la façon dont nous pouvons aborder la question de qualité d'emploi, les enjeux de qualification, et même les différents conflits entre métiers de la construction dont Lee a parlé en répondant à la question de Mathieu. Donc, c'est plus ou moins une question, mais voilà la question que je soumets à John. Merci beaucoup de cette amorce pour me permettre de parler de BCIB. Il s'agit d'une initiative particulière du gouvernement de la Colombie-Britannique. Cela remonte à Glen Clark dans les années 1990 avec l'autoroute de l'île de Vancouver. En 2018, le gouvernement a mis sur pied un employeur qui fournirait la main-d'œuvre aux entrepreneurs qui avaient des contrats pour les différents projets publics. Je crois que ça devait être des projets de plus d'un demi-milliard de dollars. BCIB est maintenant le deuxième plus grand employeur des travailleurs de la construction de la province. En vertu du contrat entre les entrepreneurs et le gouvernement et un système d'appel d'offres, ils doivent s'entendre qu'une fois qu'ils commencent les travaux, ils doivent prendre la main-d'œuvre qui leur est envoyée par BCIB. En retour, le gouvernement, par BCIB, établit la convention collective qui couvre 19 métiers de la construction. Donc, chaque personne qui travaille sur un projet de BCIB est syndiquée s'ils font des travaux de métiers qualifiés. Et BCIB a une base de données rigoureuse qui surveille l'équité en emploi, les emplois autochtones, les apprentissages. Ils savent aussi
à quel entrepreneur les travailleurs sont affectés. Ils essaient de transformer la culture sur les chantiers pour être plus accueillants des travailleurs autochtones, pour être plus accueillants à des femmes qui ont été traditionnellement exclues des métiers et pour que les chantiers soient plus accueillants pour les personnes en situation de handicap. Ils ont l'obligation du gouvernement de le faire. Ils le font car ils ont une base de données qui confirme ce qu'ils ont pu réaliser. C'est une expérience très intéressante, c'est unique au pays et je pense qu'il faudrait faire connaître davantage cette approche. C'est un exemple de ce qu'un gouvernement progressiste peut faire en travaillant avec les syndicats et les entrepreneurs. De plus, BCIB est une des organisations qui a mis en place les modules d'éducation en changement climatique créés par une de nos équipes, notamment LI, par une bourse par le gouvernement fédéral et les SMCC pour intégrer l'éducation climatique dans les programmes de formation BCIB, a mis en place un module qui a été élaboré au cours des 50 subventions. Et c'est le seul grand employeur qui a réussi à le faire de façon réussie. C'est une initiative fort intéressante qui tente d'intégrer les enjeux climatiques avec d'autres domaines couverts avec son programme très progressiste que chaque travailleur de la construction doit suivre lorsqu'ils deviennent des employés de BCIB. Bon, je pourrais poursuivre longtemps sur cette question, mais j'en ai dit assez. Merci beaucoup, John. Nous avons une question de Stephen Craig, le United Union du Royaume-Uni. Il affirme qu'il faut une transition écologique, mais cela prend des investissements substantiels. Est-ce que les syndicats peuvent jouer un rôle important pour mettre de l'avant ces priorités? Est-ce que les syndicats peuvent faire en sorte que les gouvernements écoutent? Est-ce que les syndicats peuvent garantir que les gouvernements prennent des mesures pour que ces transitions créent des emplois de qualité? Que pouvez-vous faire dans le secteur automobile, l'acier? Les syndicats dans le secteur de l'acier et de l'automobile insistent auprès du gouvernement pour que la transition fournisse des emplois de qualité. Mais la construction semble ne pas avoir entrepris un rôle actif en politique. Mais c'est peut-être seulement la perspective d'un observateur externe. Est-ce que c'est possible de faire la transition, de s'inquiéter de la qualité des emplois et de faire en sorte que les investissements seront au rendez-vous pour garantir les emplois? Jim, souhaitez-vous répondre? Oui. Les investissements dépendront des politiques gouvernementales et des engagements gouvernementaux et des investissements privés qui seraient peut-être stimulés par ces engagements politiques du gouvernement. Les syndicats n'ont pas beaucoup de choses à dire sur les investissements, mais parfois les syndicats peuvent avoir une gouvernance partagée des régimes de pension. Ainsi, les syndicats peuvent avoir leur mot à dire sur les investissements, mais les décisions importantes dépendront des cadres de politique gouvernementaux. Et c'est là où les syndicats doivent plaider pour la cause. Mais si c'est seulement en disant que les syndicats veulent plus de travail, ils peuvent aussi le dire en affirmant qu'il faut protéger la planète. Mais je crois que la voix syndicale sera très importante, surtout pour contrer l'instrumentalisation des travailleurs col bleu dans la bataille, pour bloquer les politiques climatiques. Les syndicats ont un rôle important. Lee peut expliquer comment les syndicats des métiers de la construction naviguent ces défis. Je sais que Lee a joué un rôle énorme pour aider les syndicats des métiers de la construction à améliorer la donne. Le fait que les SMCC co-commanditent ce travail est un beau témoignage de leur collaboration.
Les syndicats doivent utiliser leur voix dans la défense d'intérêts pour faire en sorte que les gouvernements respectent leurs engagements. Et il y a toutes sortes de raisons de le faire. 250 à 350 000 emplois pourraient le justifier. J'aimerais faire du pouce là-dessus. Dans le rapport de 2017, Emploi de demain, nous savons avec assurance que ce document a été utilisé par les deux gouvernements subséquents pour la création de plateformes politiques. Le gouvernement, les néo-démocrates au plan fédéral et le gouvernement, le Parti libéral et le Parti conservateur. Dans leur plateforme, ils ont parlé des emplois associés. Ils ont utilisé les prévisions d'emploi du premier rapport. Ce nouveau rapport fait la même chose. Il crée des pourparlers entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux. Le gouvernement permet d'informer ce qu'on doit faire dans le programme de formation. Il y a les preuves découlant du programme que, comme le gouvernement a fourni 8 millions de dollars au SMCC pour créer une trousse de documents pour le programme de Sceau rouge. Nous avons beaucoup consacré de temps au perfectionnement de la main-d'œuvre. Nous avons parlé des différentes occasions dans les politiques climatiques. Mais en tant que syndicat des métiers, nous avons des discussions avec les partenaires d'industrie et nos employeurs, car nous avons des meilleurs renseignements qu'eux. Ils parlent d'idéologie, nous parlons de faits. Ils parlent de prévisions et nous ont des données probantes. Et nous avons délibérément contré certains mythes comme l'action climatique supprime les emplois. Lorsque l'employeur l'affirme, je réponds foutaise. Voici les preuves à l'appui, car ce n'est tout simplement pas le cas. Et la même chose lorsqu'on entend que les emplois écologiques sont de pied de qualité. Je dis foutaise encore, et voici les preuves. Je leur rappelle que l'industrie de la construction ne se limite pas au stationnement et aux oléoducs. Nous sommes plus sophistiqués, et cette transition ne se fera pas sans la participation du milieu syndical. En Colombie-Britannique, nous avons 180 municipalités. J'ai fait des présentations à chacune des municipalités sur l'économie d'énergie dans l'exploitation d'infrastructures municipales et ça a pu changer la donne. En tant que syndicat, nous devons être une voix active et nous devons être à la table. Il ne faut pas attendre d'être invité à la table. Voilà ce que nous pouvons faire avec ces documents. J'ai une question de suivi. Pour ce qui est des stratégies pour que les syndicats puissent avoir le plus grand effet, est-ce que c'est sur le plan municipal, provincial, national? Sur quel plan les syndicats peuvent-ils participer? C'est une question de Jen Harmer. Lorsqu'on songe au rôle, quels gouvernements prendront les devants? Ou est-ce que cela dépend des décisions stratégiques d'un syndicat ou d'un mouvement syndical dans l'ensemble? C'est une bonne question. On pense tout simplement qu'en changeant le code du bâtiment, et tout change. Mais ça peut prendre 10 ans pour changer un code de bâtiment. C'est un élément important dont il faut tenir compte. Les personnes qui font ce travail, les personnes qui prennent des décisions sur l'efficacité énergétique, l'action climatique, sont les municipalités. Les municipalités dépensent les argents, elles bâtissent les arénas, les écoles. Ils s'occupent de la construction institutionnelle, les municipalités s'occupent de piétons, il y a des pourparlers sur des systèmes de transport en commun à haute vitesse. Donc, je crois que les municipalités dépensent l'argent et accordent les contrats. D'un point de vue de construction, je dois avoir des relations avec les municipalités. Ensuite, le gouvernement provincial pour ce qui est de l'investissement en infrastructure et enfin le gouvernement fédéral. Donc, à mon avis, il faut commencer par
les gouvernements municipaux. Tout dépend stratégiquement qu'il s'agisse d'un gouvernement qui répond à la pression des syndicats. Certains gouvernements sont plus accommodants que d'autres. C'est un élément dont les syndicats doivent tenir compte. Autrement dit, il faut voir où est l'occasion. Sur le plan municipal, il y a beaucoup de gouvernements municipaux progressistes qui veulent faire leur part. Ainsi, les syndicats peuvent créer des modèles. Sur le plan provincial, il y a beaucoup d'enjeux. Il y a la façon dont les gouvernements mettent en place la réglementation et comment ils se servent d'approvisionnement. Ainsi, on peut voir comment les gouvernements peuvent s'accrocher à leurs exigences d'approvisionnement pour faire avancer les priorités climatiques. Le gouvernement fédéral a pu financer des apprentissages et je crois que le gouvernement fédéral pourra en faire davantage avec des mesures fiscales, entre autres, pour encourager l'industrie à prendre une orientation plus favorable à l'environnement. Stratégiquement, il faut voir qui sont les acteurs, seront-ils accommodants, et lorsque les occasions se présentent, il faut les saisir. J'aimerais faire un peu de pouce là-dessus. Chaque région du Canada diffère. Je ne peux pas avoir la même conversation avec le gouvernement albertain comme avec le gouvernement de la Colombie-Britannique. L'Alberta a sa propre approche. En tout respect de mes homologues albertains, le gouvernement provincial de l'Alberta promet des projets d'énergie fossile. Et voilà la nature des discussions en Alberta. C'est différent au Manitoba. En Ontario, c'est semblable à la Colombie-Britannique. Le Québec est dans une situation particulière. Il y a toutes sortes de difficultés liées à la construction. Il y a beaucoup de difficultés avec ce concept. Je n'ai pas de solution à proposer, malheureusement. Nous avons travaillé avec Pierre-Luc et j'ai travaillé avec les métiers de la construction du Québec pour essayer de faire avancer les enjeux. C'est plus difficile, je dois l'admettre, mais je pense qu'il y a suffisamment de personnes progressistes au Québec pour voir un développement dans le bon sens au fil du temps. Prochaine question. Est-ce qu'il s'agit seulement d'emplois pour les hommes? Est-ce qu'il y a un avenir pour les femmes dans l'industrie de la construction? Le cas échéant, comment? Traditionnellement, la construction est un secteur à prépondérance masculine. Est-ce que ces efforts vont simplement créer des meilleures conditions d'emploi pour les hommes ou est-ce qu'il y a des changements qui peuvent être mis en place pour améliorer le recrutement, peut-être avoir des meilleurs systèmes d'apprentissage, des meilleurs systèmes de bénéfices pour la communauté? Est-ce qu'il y a des façons de changer les avantages aussi pour les femmes? Je peux commencer. Je sais que John pourra aussi parler davantage des systèmes de bénéfices pour la communauté. En résumé, ce ne sont pas seulement les hommes blancs qui vont attirer leur épingle du jeu. Si je regarde les calorifugeurs, surtout en Colombie-Britannique, 22% de nos membres sont des femmes. Ce n'est plus des choses négligeables. Nous avons une main-d'œuvre constituée à 7% de femmes et ça s'améliore chaque jour. Avec nos ententes de bénéfices pour la communauté, nous mettons l'accent sur l'équité, la diversité et l'inclusion. La Colombie-Britannique s'est désindustrialisée au cours des 30 dernières années. Nous avons vu la disparition de certaines raffineries de pétrole, une baisse du nombre d'usines de pâte et papier. Nous avons passé de 12 chantiers navaux à 2. Nous avons passé des projets de construction industrielle à institutionnels. Les projets institutionnels sont souvent plus favorables à la famille. Ils permettent une conciliation travail-famille, ce qui a rendu le secteur plus attirant pour les femmes.
Et je pourrais peut-être même dire que c'est un secteur qui facilite l'intégration des femmes et d'autres personnes dans l'industrie. Ce n'est pas un prolongement des sables bitumineux où il y a seulement les gros hommes blancs obèses et leurs enfants qui vont travailler dans le secteur. Je m'excuse auprès des Albertains parce que c'est un peu stéréotypé, mais c'était le portrait de l'industrie des années 70 jusqu'à maintenant, mais les choses changent. Je peux intervenir. Pour l'emploi des femmes, des Autochtones, des personnes en situation de handicap et des minorités visibles, il y a des liens entre ce qui doit se faire culturellement sur les chantiers. C'est-à-dire qu'il faut une culture accueillante dans les chantiers pour que les personnes exclues traditionnellement de l'industrie se sentent à l'aise à travailler dans le secteur. Bon, c'est un changement important avec des défis. Il y a aussi un lien à faire avec l'environnement. Il faut faire de la sensibilisation sur les questions environnementales et comment ça affecte les communautés, quelle est l'incidence sur les familles. Il y a aussi un lien sur la conscientisation générale de la société. Il faut donc faire des liens entre l'équité en emploi et la diversité et créer une culture dans le milieu de travail pour que le milieu de travail soit plus ouvert et accueillant envers tout le monde. Ces enjeux sont liés. En étant conscient de l'environnement, il est plus probable de comprendre pourquoi il faut un milieu de travail accueillant. Bon, je ne veux pas trop insister là-dessus, mais ces liens sont importants et nécessitent d'être élaborés. Ne pas trop insister. Confrère, il faut faire attention avec les métaphores. Jim, do you want to chime in on the issues of gender and family Jim, vous voulez parler des questions de genre, des familles et de l'équité? Non, je n'ai pas grand-chose à ajouter. La construction n'est pas entièrement représentative de la population pour les questions de genre, les minorités visibles, les personnes autochtones et les personnes en situation de handicap. Et c'est le problème du milieu de la construction. Je crois que nous pouvons utiliser des actions d'affirmation pour transformer l'industrie. Mais je pense qu'il faut quand même plaider pour de nouveaux emplois en construction, surtout parce que l'extrême droite et les milieux des énergies fossiles vont instrumentaliser ces questions de genre pour dire que les hommes sont laissés pour compte. Mais il ne faut pas hésiter, il faut dire que c'est une stratégie qui sera bénéfique pour les hommes et c'est une stratégie qui pourra augmenter l'équité avec la syndicalisation et des appuis gouvernementaux à certaines conditions. Comme John a dit, en Colombie-Britannique, il faut des actions affirmées fortes avec des critères d'embauche pour augmenter la représentativité de la main-d'œuvre. Mais il faut aussi affirmer que ce sera bénéfique pour les hommes ainsi que pour d'autres groupes. Pour faire un point sur ce qui est bon pour les hommes, pensez à avoir accès aux services de garde. Parfois, on pense que c'est seulement un enjeu qui touche les femmes. Mais il y a beaucoup d'hommes en construction qui trouvent ça difficile de trouver une bonne conciliation travail-famille. Lorsqu'il y a un bon système de garde des enfants, c'est plus facile de travailler en construction. Le manque de services de garde, c'est pas seulement un obstacle pour les femmes, c'est aussi un obstacle pour les hommes à l'emploi. Il faut donc être en mesure de faire ces liens. Dernière question. Sur l'initiative de construction verte à laquelle vous avez participé,
et d'autres modules d'éducation en changement climatique. Est-ce que ce sont des enjeux qui dépendent de l'acquisition des compétences traditionnelles et des compétences plus d'entre-gens? Comment les syndicats peuvent s'attaquer à ces enjeux pour que ce ne soit pas seulement une sorte de mesure d'efficacité? Comment peut-on faire en sorte que le syndicat va aussi s'impliquer pour aller chercher les investissements pour l'efficacité énergétique et comment les syndicats peuvent insister sur les investissements en transport public? Est-ce qu'il y a un rôle pour ces modules d'éducation pour faire de la sensibilisation sur le plan politique? Well, I guess I'll start. You want me to start that? Yes, 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 and yes. Je répondrai oui, oui, oui et oui. The climate literacy models that we've Les developed modules de sensibilisation au changement climatique sont maintenant dans les cours pour les apprentis de première année. Les jeunes s'intéressent à ces enjeux. Les personnes qui s'intéressent au milieu de la construction vont se faire former. S'il peut y avoir une conversation sur la façon dont la construction aide à atteindre les objectifs de carboneutralité et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, les jeunes veulent avoir la conversation et nous l'enseignons dans la première année d'apprentissage et les deuxième année d'apprentissage. La prochaine génération des travailleurs de la construction seront des défenseurs de ces changements politiques. Je le vois déjà. Je travaille avec une jeune femme. Elle était une femme de métier qui a passé dans le système d'apprentissage en tant que calorifugieuse. Elle consacre plus d'heures de son travail à sauver cette planète que d'autres défenseurs de l'environnement. Et c'est le type de conversation qu'elle a avec sa famille la fin de semaine. Donc, la formation change vraiment nos conversations. Nous sommes en train de former la prochaine génération à devenir des défenseurs de ces politiques. Il s'agit d'un changement de génération et ces mesures nous permettent d'attirer de la main-d'œuvre. Lorsque nous cherchons du nouveau sang dans l'industrie, les nouveaux travailleurs veulent s'intégrer dans le secteur et avoir un effet positif sur l'environnement. Nous avons ces pourparlers avec les ministères de l'Éducation, nous avons ces discussions dans nos pourparlers avec différents gouvernements. Et je suis très enthousiaste par rapport à ces discussions. Comme je l'ai dit au début de la présentation, il y a 10 ans, on me lançait les crayons lorsque je rentrais dans la salle. Mais c'est différent aujourd'hui. Il y a une ouverture à la discussion. Le changement de culture est en cours. John, est-ce que vous vous inquiétez de vous faire lancer les crayons ou moins de crayons? Je sais que la fin approche. J'ai une dernière réflexion. On aime avoir l'impression que son travail est utile. Si on sait que son travail a un effet positif sur l'environnement, c'est important de le savoir. Le programme d'éducation et de sensibilisation à l'environnement auquel il a participé essaie de faire passer le message. Les travailleurs ne font pas que travailler pour un chèque de paye. Ils peuvent avoir le sentiment que leur travail change la donne. Et c'est important de faire des liens avec l'environnement. Nous devons insister sur le rôle positif que peut jouer l'industrie. Et nous pouvons en faire davantage. Très bien. Nous n'avons presque plus de temps. J'aimerais remercier Jim, Lee et John de leurs propos. Merci de leur contribution au rapport. Si vous n'avez pas encore votre exemplaire, vous pouvez suivre le lien qui a été inclus dans l'invitation à ce webinaire. J'aimerais vous remercier de votre présence. J'ai eu plaisir d'animer ce webinaire. J'ai eu plaisir d'entendre les 3 présentateurs et je suis content du nombre de participants. Je vois des applaudissements et des éloges. Allez-y, allez-y sans relâche. J'aimerais exprimer mes remerciements envers les personnes qui ont travaillé en coulisses, Nicolas Roby et Hélène Gizmo. Et merci, Julie Hagan. Et puis, puisqu'il s'agit de l'hiver, j'espère que vous allez avoir une belle journée, pas trop froide, et j'ai bien hâte de vous voir lors de notre prochain événement du CRIMT. Merci, John, et merci tout le monde.